l'Institut canado-marocain des études et recherches sur l'immigration et l'interculturalité a l'honneur de recevoir pour la deuxième édition le père de la batterie au lithium que vous avez dans vos cellulaires, Monsieur Rachid Yazami. Bonjour et rebonjour encore une fois parmi nous. Oui, bonjour madame, et encore une fois merci pour l'intérêt pour la poursuite de notre conversation sur les problèmes liés au Maroc de manière générale. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons débattre le nouveau modèle de développement au Maroc qui vise à libérer les énergies, à restaurer la confiance pour accélérer le progrès et la marche pour la réussite et le progrès de la société marocaine. Aussi, nous allons débattre à travers une réflexion l'accélération du processus de l'industrialisation au Maroc. Quels sont les points faibles? Quels sont les ajustements à faire? Est-ce que vraiment, qu'en est-il de cette accélération et quelles sont les lacunes pour se rattraper? Donc, à vous la parole, Monsieur Rachid, pour le premier point, à savoir le nouveau modèle de développement. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place afin d'arriver à réaliser les objectifs visés, surtout mentionnés dans le discours royal? Très bien. Ben, écoutez, cette semaine, il y a eu donc la remise à Sa Majesté le roi par Si Chakib Ben Mansour du rapport de la commission spéciale pour le modèle de développement au Maroc. Ce rapport résulte d'un travail de très très longue haleine qui a duré plus d'1 an, à lequel ont participé beaucoup d'experts marocains dans beaucoup de domaines. Et donc, c'est un travail, à mon avis, colossal. Et il s'agit justement de comprendre les raisons pour lesquelles le modèle ancien n'avait pas fonctionné. Donc ça, c'est déjà une première chose, faire un constat. Et une deuxième chose, proposer secteur par secteur un certain nombre justement de solutions pour justement avoir un ensemble qui soit cohérent, parce qu'il s'agit d'un pays et que donc il faut que les actions qui vont être menées justement pour la mise en œuvre de ce programme dans le rapport soient appliquées d'une manière homogène partout au Maroc. Et surtout, Monsieur Yazami, c'est dans le sens de combattre et d'affronter les disparités sociales parce que c'est mentionné à maintes reprises, la justice sociale, l'adala al-ijtimaiya. C'est comme un élément important pour arriver à assurer un progrès de façon concrète. Oui, non, mais écoutez, c'est vrai qu'il fallait faire ce constat. Et ça, de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir toute une commission spéciale pour constater que au Maroc, il y a encore beaucoup de situations qui n'ont pas évolué comme il fallait. En particulier, bien sûr, les problèmes de la pauvreté, les problèmes de l'homogénéité un peu régionale, région par région. Quand vous comparez la grande région de Rabat, Kenitra, Casablanca, et vous allez jusqu'à Mohammedia, etc., c'est extrêmement bien développé. Au Tanger, très bien développé, alors que vous allez un peu plus vers le sud, vers l'est, eh bien c'est encore nettement moins développé. Rachidia, par exemple, n'a pas de train. Il n'y a pas de train qui arrive à Rachidia, c'est pas normal. Enfin, juste des exemples comme ça qui sautent aux yeux. Mais la commission a fait un travail sur le terrain. Sur le terrain. Et c'est très important. Pour réduire ce genre de disparités catégorielles. Et qui, Non, mais excusez-moi. D'abord, c'est pour faire un état des lieux. Très important. Comprendre les problèmes. D'accord? Et ça, pour comprendre les problèmes, il faut rencontrer justement les acteurs, les gens dans les régions, dans les villes, etc., pour savoir exactement qui est-ce qui ne marche pas et les écouter
Et à partir de ce que eux, les personnes qui vivent les situations, ce qu'ils proposent, et regarder si leurs propositions sont des choses réalistes, et si elles sont réalistes, dans combien de temps on peut y arriver. Donc, c'est surtout ça. Il fallait faire un vrai constat. C'est comme un docteur qui fait un diagnostic. La première chose, c'est de faire un diagnostic avant de prescrire une ordonnance. D'accord? Donc, c'est surtout ça. Donc, voilà. Donc, encore une fois, c'est un immense chantier qui a demandé plus d'un an. C'est vrai que ça a été freiné par la situation sanitaire. La COVID-19 a fait que finalement, les choses, le confinement, etc., ont fait que finalement, les choses ne se sont pas passées selon le calendrier prévisionnel au départ, mais c'est pas grave. Pour justement réaliser ce rapport, le temps n'est peut-être pas critique. Le plus important, c'est d'avoir un vrai diagnostic, poser bien les problèmes, et deuxièmement, voir quelles seraient les solutions à apporter pour que les choses changent sensiblement. Et ça concerne bien sûr les générations futures, ça concerne les jeunes qui sont encore soit dans les collèges ou les lycées ou dans les universités et qui veulent justement vivre dans un Maroc meilleur. C'est surtout ça. Donc, le décrochage scolaire, le décrochage scolaire, l'éducation, on commence à… Tous ces problèmes-là, je pense, je vous dis très honnêtement, le rapport fait, je pense, d'après ce que j'ai vu, 170 pages, donc j'ai pas eu le temps de le lire, sincèrement. Moi, personnellement, en tant que chercheur, ayant travaillé dans les universités, dans le domaine de la recherche scientifique, c'est cette partie-là qui m'a intéressé le plus, a priori. Et personnellement, je considère que la société, pour qu'elle avance, il faut qu'elle se base sur un effort national, justement, qui élève le niveau de la connaissance. Et pour élever le niveau de la connaissance, on n'a pas trouvé mieux que la recherche, que ce soit dans la recherche dans le domaine scientifique, ce qu'on appelle les sciences dures, ou là dans les sciences dites plus sociales, d'accord? Et tout ça, ça vient des universités. Et les universités au Maroc, on a des universités nationales, on a des universités privées. Toutes ces universités contribuent justement à cette élévation. Il y a le niveau. Et à partir de là, il y a un ruissellement de haut vers le bas. C'est-à-dire que si on améliore ce qui se passe au niveau de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur, eh ben, ça va ruisseler jusqu'à l'école primaire. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Mais maintenant, je ne sais pas si le rapport préconise cette approche-là ou là. En fait, le rapport a mentionné l'importance de recréer une nouvelle démocratie, assurer une conscience collective. Et moi, comme vous venez de soulever le point important de la recherche, l'importance de la recherche, parce que la recherche dans les domaines aussi, le domaine social, humain, culturel, va aider dans la transformation des politiques publiques. Parce qu'on ne peut pas parler d'un vrai progrès, d'un vrai changement sans avoir lieu d'une bonne gouvernance, d'une bonne structure. Parce que lorsqu'on parle de gouvernance, on parle d'une prise de conscience, d'une coopération de secteur privé, secteur public, pour le bien de la société et des citoyens. Donc, avant d'aborder probablement la réussite de ce modèle de développement, on doit sortir avec une nouvelle notion de citoyen. Qu'en pensez-vous, monsieur Yazami, le citoyen? Le citoyen, il est au centre, évidemment. Donc, c'est finalement, comme vous dites, l'objectif final, c'est justement d'améliorer le niveau de vie des gens. D'accord. Et le niveau de vie des gens, ça commence par l'éducation, par la santé, par les opportunités de travail, etc. Donc, tout ça, ça fait partie d'un ensemble dans lequel, effectivement, le citoyen doit être au centre du système. Mais le problème, c'est que, si vous voulez, on ne peut pas changer les mentalités ni la manière de travailler des gens sur un coup de baguette magique. Ça n'existe pas. Donc, ça va demander beaucoup de temps. Il faudrait vraiment qu'il y ait une politique très cohérente
Mm. Il faut que les gens comprennent, vraiment au niveau très dans la société, comprennent la nécessité justement qu'il doit y avoir un changement et que le changement, c'est nous, c'est le peuple, c'est les gens qui doivent le faire. Et pour que les gens puissent le faire, il faut que ce soit collectif, hein, que tout le monde comprenne à tous les niveaux la nécessité justement de changer. Et ça commence bien sûr par un certain nombre de pratiques qui doivent petit à petit disparaître et qui font finalement malheureusement font justement que le Maroc n'avance pas à la vitesse qu'il faudrait. Et en particulier, le Maroc veut s'ouvrir au monde, veut s'ouvrir aux investisseurs étrangers. Et ça, c'est très important. Moi, je vis à Singapour et toute la richesse de Singapour vient justement des investisseurs. Et quand un investisseur vient à Singapour, il sait qu'on on va pas le tromper sur la marchandise. Donc, Il faut qu'il y ait une sorte, la confiance. Donc, il y a pas de Pardon? La corruption, il faut d'abord… La corruption à Singapour, elle est pratiquement zéro, au niveau zéro. Il n'y a pas de corruption, pratiquement pas de corruption visible à Singapour. Voilà. Mais pourquoi? Ça, c'est très important. C'est pas parce que les Singapouriens sont… D'abord, dès le départ, à l'école, etc., on donne les valeurs. Très important. Donc, nous, on est un pays musulman et c'est vrai que l'islam n'autorise pas la corruption, ça c'est clair. Donc, il faudrait que dès le départ, les gamins, à leur petit âge, sachent que s'ils prennent quelque chose qui ne leur appartient pas ou s'ils acquièrent quelque chose par un moyen détourné, qu'ils trichent, etc., l'examen quand ils sont en train de tricher ou là n'importe quoi, ça c'est haram, c'est interdit, on peut pas le faire. D'accord? Et ça, il faudrait que il faut que ça rentre dans la tête des gens pour qu'ils comprennent que finalement, on réussit mieux à être honnête que à être malhonnête et gagner. On a l'impression de gagner très vite. Là, on a caché quelque chose ou on a fait, voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous, on est Marocains, on a nos manières de faire les choses. C'est pas question qu'on est Marocain parce qu'on va tomber dans la catégorisation. Mais c'est question d'éducation. Comme vous le dites, vous avez raison. C'est un problème culturel. C'est un problème culturel. Et il y a une spécificité marocaine. Ça, c'est clair. Et on a une, comment dirais-je, juste pour vous, à titre d'anecdote, quand je parle à mes, disons, interlocuteurs chinois, d'accord, qui sont des gens très malins, les Chinois, c'est connu, ils sont très malins, ils sont vraiment, on est plus proche, nous, culturellement, des Chinois que des Européens. Alors, ça, c'est clair. Et ce que je dis aux Chinois, quand je cherche, bien, ils cherchent un peu à détourner des choses, à négocier, écoutez, est-ce que vous avez votre juha? C'est qui juha? Je leur explique, je leur dis au Maroc, on a un personnage, imaginaire, qui s'appelle juha. Et c'est quelqu'un de très malin. Et il arrive à lire ce que vous avez dans la tête, etc. Donc, n'essayez pas de me tromper. Le juha marocain, il est plus malin que le juha chinois. Et ça les fait rire. Ils comprennent, le message est clair. Et donc, donc les gens, ils cherchent. كاين واحد المثل المغربي تيقول لك الله يجعل ديما الغفله ما بين البائع والشاري. D'accord? Là, ça veut dire que finalement, le vendeur va essayer de tirer le maximum de son produit. Ou l'acheteur, il va essayer de négocier, voilà, de faire en sorte que voilà, le prix baisse, etc. Donc, il y a toujours une sorte de négociation. Et cette négociation-là, elle fait partie de notre culture. Il y a des cultures où on pense même pas à négocier un prix. Les prix sont fixes. D'accord? Mais c'est rigide, c'est un système rigide. Alors qu'au Maroc, on a un système un peu plus souple qui consiste à finalement dire, bah, tu me dis 10, moi je te donne 5, puis après on trouve un juste milieu à 7 ou à 7,5 et tout le monde est content. Voilà. Donc ça, on ne peut pas le changer. Donc nous sommes conscients que pour préparer un avenir réussi, il faut mobiliser un capital humain, une économie productive. Donc, cette économie va se baser sur la recherche, sur le savoir, sur la créativité, parce que le mot créativité est un mot très clé. Et ça va peut-être, on peut le considérer comme une stratégie qui doit être mise en place afin de réussir ce modèle. Et là, je vous
je vous laisse de développer ce point-là parce que c'est votre domaine, recherche, créativité. Comment on peut aider la réussite de ce modèle dans notre pays, le Maroc, à travers l'accélération aussi de l'industrialisation, dans votre, pour qu'on reste dans votre domaine, votre champ de spécialité. Alors, si vous voulez, il y a des gens qui réussissent dans la vie, qui bâtissent des empires industriels et qui sont, ils ont une bonne situation économique, etc., sans avoir eu le bac. Ils n'ont même pas le bac et ils y arrivent parce qu'il y a une autre intelligence. Il y a l'intelligence d'elle, justement, comprendre les situations, avoir le sens de l'instant, du moment où il faut faire les choses et à quel niveau il faut les faire, etc., etc. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, l'intelligence du cœur. Il y a l'intelligence, les gens, ils ont, ou l'intelligence de l'esprit. Ça, c'est très, très bien. Ces gens-là qui ont réussi, ils sont riches, pas de problème, super. On ne peut que les féliciter s'ils y sont arrivés d'une façon honnête, qu'ils n'ont pas triché ou lâché haja ou là bon, voilà. Donc, mais quand il s'agit de la créativité scientifique, de l'invention ou de l'innovation, moi, les gens me connaissent au Maroc. Ils savent, voilà, M. Rachid Yazami, il a inventé ceci et cela. Donc, il y a beaucoup de gens, des jeunes en particulier, qui m'approchent par tous les réseaux sociaux pour me dire, M. Yazami, j'ai une invention. C'est super. Un jeune qui vous dit, M. Yazami, j'ai une invention et j'ai envie d'avoir votre avis sur mon invention. D'accord. Alors, je lui accorde du temps. Je dis, écoutez, on discute. Et en discutant avec lui, je lui pose des questions très, très simples. Comment vous savez que votre invention n'a pas été déjà faite par quelqu'un d'autre en Europe ou là en Chine ou là en Amérique ou là chez Hajjag? Je ne sais pas. D'accord. La deuxième chose, c'est est-ce que vous avez poussé l'invention jusqu'à quelque chose qui montre que votre invention marche? Alors, souvent, les gens, ils ont des idées qui sont des idées très, très bonnes, mais ils n'ont jamais poussé leur idée jusqu'à un niveau d'application, ce qu'on appelle un prototype de l'invention de quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le faux. Ça veut dire que tout simplement, ils n'ont pas eu les moyens de pousser leur idée jusqu'à ce niveau-là au moins du prototype pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc, dans ce domaine-là, d'abord, il faudrait qu'il y ait au Maroc ou à l'échelle de chaque région, une sorte de comité de gens. Moi, je veux bien être un volontaire et faire partie d'une commission qui récupère tous ces projets d'invention, qui signe un accord. Bien là, on va pas lui prendre son invention. La haja, c'est vraiment un service à lui rendre pour le conseiller. Il y en a des choses, des fois, il faut qu'elles soient basées sur des connaissances très, très claires. Si vous voulez inventer, par exemple, un médicament, ça va pas tomber du ciel. Un médicament, il faut une dizaine d'années pour le valider, etc. Pour un appareil, pour tout ce que vous voulez, il faut du temps et il faut que ça soit basé sur une connaissance solide. Sinon, ben, ça va pas aller très, très loin. Donc, même si la personne n'a pas un niveau universitaire, où là, il a fait de la recherche, ou l'invention Diallo ne résulte pas d'un travail de recherche qu'il a fait, là, il n'a pas les moyens, peut-être qu'il n'a pas eu la chance d'aller à l'université ou la haja. Pourquoi pas? On peut faire ça. Et ça, vous savez, au Japon, dans les années 80 ou même avant 70-80, beaucoup de choses, les améliorations des produits japonais qui ont finalement envahi le monde, ces petites améliorations viennent des gens qui n'ont même pas ils ont peut-être le niveau du bac ou la bac +2 ou la haja, ils travaillent dans une usine, ils font partie d'une chaîne de production de la haja, et ils voient bien il y a un détail qui peut être amélioré et ils le proposent. Et donc, il y a la société regarde si c'est quelque chose de valable ou là, et ils l'adoptent. Si ça marche, ils l'adoptent. Et c'est comme ça que petit à petit,
le niveau, la qualité et la productivité s'améliorent. Voilà. Et on peut Donc, on peut pas nier, si, Monsieur Yazami, que le Maroc a connu ces 2 dernières décennies des projets, des progrès notables, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui manque vraiment et sincèrement pour qu'on puisse quand même sortir avec un message fort pour l'avancement technologique du pays? bon, alors il y a deux choses, à mon avis, qui devraient peut-être être améliorées au Maroc. D'abord, il faudrait instaurer la confiance, c'est-à-dire ce qu'on appelle donc la gouvernance, un investisseur. Le Maroc est un aimant, Il est à l'intersection, au conflin de l'Afrique par rapport au sud, le Moyen-Orient de l'Est et l'Europe du Nord. C'est une situation extraordinaire. Donc, tous ces continents, ils ont envie de faire quelque chose au Maroc. Les Anna, si vous produisez au Maroc, vous pouvez aller au nord, vous pouvez aller au sud, vous pouvez aller à l'est, et même à l'ouest en exportant aux États-Unis. On a un accord de libre-échange avec les Américains. Donc, les investisseurs, ils veulent venir investir au Maroc. D'accord. Et si vous venez, moi, ça m'est arrivé d'avoir rencontré des personnalités, etc. Et je leur dis, voilà, j'ai envie de ce projet, etc. Le responsable, il dit quoi? Voilà. Est-ce que lui-même, il peut pas avoir 10% de ce projet? Kaina. Ça vous dégoûte tout de suite. Il n'est pas dans son métier. Il est pas dans, voilà, il pense à lui-même, il pense pas au pays. Ce que je vois, c'est ce qu'on appelle la partie visible de l'iceberg. D'accord? Donc, si un investisseur vient et qu'il trouve un environnement qui le rassure et qu'il y a tout un écosystème, que ce soit financier, que ce soit au niveau légal, au niveau des infrastructures, au niveau il y a les aides que le gouvernement peut faire, etc., il va investir. Oui, il va investir. S'il trouve Vienna par rapport à d'autres pays, il va l'Espagne, ou il va la France. Au lieu d'injecter l'argent au Maroc, il peut aller en Europe. Et au moins là, il se rend compte, bon, il va avoir, il est rassuré. Ça, c'est la première chose. Mm-hmm. La deuxième chose, au niveau national, actuellement, depuis les années 60, les gens qui ont un peu d'argent à investir, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le bâtiment, en général. Ou là, l'agriculture. Allez, l'agriculture à part. On va faire le bâtiment. Eh ben voilà, moi, j'ai un peu d'argent, j'achète un terrain, je vais chez un architecte, je lui dis, écoutez, vous me faites un plan pour un immeuble de 6 étages, combien ça va coûter, je vais payer, l'immeuble est construit, et je vends les appartements, et au bout de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, j'ai un retour sur mon investissement. C'est un risque presque zéro. En général, c'est un risque presque zéro. Quand vous faites un investissement avec un risque zéro, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de créativité, il n'y a rien. Il n'y a pas de recherche. C'est juste retour sur investissement. Et ça, c'est presque, je dirais, un acte dans lequel on manque justement de jara'a, prendre les risques. Courage. Et ça, voilà, il faut qu'il y ait du courage, il faut que les gens puissent avoir un moyen de dévier ou consacrer une partie de leur investissement dans le domaine productif. Tout à fait. Créatif, créateur d'emplois. Quand vous construisez un immeuble, les maçons, tout ça, ils sont, voilà, vous ne créez pas d'emplois. Ils sont déjà là. L'architecte, il est déjà là, les maçons sont déjà là, etc. Et ils ne sont pas vous employés. Vous n'avez aucun employé, c'est fini. Alors que là, si vous vous lancez dans des activités entrepreneuriales, vous créez une société, vous allez avoir des employés, vous allez avoir un produit, vous allez avoir une équipe qui va développer le produit, qui va le produire, qui va le commercialiser, etc. Donc, voilà. Et ça, c'est justement ce mouvement qui va petit à petit aller depuis, disons, les activités à risque zéro
jusqu'à des activités avec un risque un peu plus important dans lequel il faut, pour, disons, optimiser les chances pour qu'un projet réussisse, il faut qu'il y ait une implication personnelle. La personne qui monte, l'entrepreneur, il est le capitaine du bateau ou de l'avion, et donc c'est lui qui donne les directions, il faut qu'il travaille dessus tous les jours, etc., etc. Donc ça demande une autre mentalité. Ça demande une autre mentalité. Et petit à petit, je constate, et ça c'est une très bonne nouvelle, qu'il y a des Marocains qui veulent maintenant se lancer dans des projets de la technologie, de la communication, de la téléphonie mobile, de la voiture électrique sur le matin, les énergies renouvelables, etc., qui sont des projets technologiques. D'accord? Avec un risque un peu plus important. Mais si vous risquez plus, vous pouvez échouer, ça c'est vrai, c'est possible, et il y en a qui ont perdu de l'argent, mais si vous vraiment, au départ, vous faites une étude bien ciblée, bien catégoriée, et vous reconnaissiez, vous savez exactement quels sont les risques ou les barrières et quelles sont les solutions, etc., vous pouvez réussir. Et au lieu d'avoir un rendement sur l'investissement de 2 ou 3 ou 4%, eh bien, vous allez avoir du 100%, vous allez avoir du 200%, c'est-à-dire vous allez doubler, tripler votre investissement au bout de 4-5 ans. Les Anna, vous avez pris un peu plus de risques. Voilà. Donc, c'est les deux choses essentielles, à mon avis, qui devraient petit à petit s'établir au Maroc. D'abord, donner la confiance aux investisseurs étrangers. Donc, leur créer un écosystème qui permette d'avoir justement, dire, ben voilà, le Maroc, il est bien gouverné, on peut faire confiance à tout le système, il y a un écosystème, etc. Et la deuxième, c'est petit à petit éduquer les gens, les investisseurs, les gens les Marocains qui veulent investir dans leur pays, il s'agit pas seulement de continuer à faire des activités, disons, trop traditionnelles, le bâtiment. Même le bâtiment, maintenant, on arrive à, voilà, c'est fini. Disons qu'ils ont bâti tellement d'immeubles partout dans le Maroc que finalement, les prix commencent à baisser, quoi. Donc, c'est censé voilà. des éléments de projection. À l'horizon 2035, on va les prendre comme ça, instaurer et restaurer la confiance, le courage, et un écosystème bien solide qui respecte toutes les mesures d'une bonne gouvernance. Et le changement est nécessaire et urgent. La recherche urgente aussi. Là, il faut accorder plus d'importance à la recherche et aux chercheurs. Ça c'est d'une part. On parle aussi de changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. Et parmi les choses à changer aussi, politique sociale, on parle de politique sociale. On parle aussi ici de politique économique. Politique économique qui va un petit peu protéger les investisseurs, qui va protéger les gens qui veulent venir avec leur expérience, leur argent, pour ne pas tomber dans des gens comme « tu me donnes mon pourcentage ». Donc ça, c'est ce qui dégoûte un chercheur comme votre cas ou le cas d'un inventeur ou d'un scientifique. Donc, c'est ça, ce sont des éléments importants et c'est ça notre rôle, nous, en tant qu'institut de recherche. Oui, on travaille sur l'immigration et l'interculturalité, mais parmi les missions, c'est aussi de voir et de mobiliser plusieurs sphères afin de toujours assurer une bonne cohabitation au sein d'un lieu donné, d'une société donnée. Donc là, nous avons fait un débat sur le modèle de développement et quelles sont les mesures qu'on doit respecter, mettre en place. Aussi pour le volet de l'accélération de l'industrialisation. Qu'en-est-il, M. Yazami, au Maroc brièvement? Ben, écoutez, on parle d'accélération, c'est-à-dire qu'on change de vitesse. Hein. Donc, quand on accélère, on va plus vite, en général. D'accord? Donc, pour que les choses aillent plus vite, il faut fluidifier tout l'écosystème autour, justement, de l'industrialisation, avoir une vision, avoir une politique nationale qui va être déterminée, bien sûr, par Sa Majesté, par le gouvernement, et puis l'appliquer. Et donc, on a un ensemble de responsables
liées justement à la partie industrie, le ministère de l'Industrie, bien sûr, et du Commerce, et tout ce qui est informatique, etc. Il y a le ministère des Mines et de l'Énergie. Voilà, il y a le ministère de l'Agriculture, qui sont puis probablement, je ne sais pas, dans le domaine de la recherche scientifique, le ministère de l'Éducation nationale, de la recherche scientifique, etc. Donc, tout ça, tous ces départements, ces ministères doivent coordonner, c'est-à-dire créer, à mon avis, un groupe interministériel pour favoriser les conditions de l'accélération industrielle. On ne peut pas laisser ça seulement à un ministère. Il y a tout un écosystème. Et comme j'ai dit, disons qu'il y a plusieurs intérêts à caractère industriel, mais qui appartiennent aux mines, à l'énergie, qui appartiennent à l'agriculture, qui appartiennent à la santé, à l'éducation, à la recherche scientifique. Et tout ça, à mon avis, il faudrait que ces départements aient, peut-être qu'ils l'ont déjà, j'en sais rien, mais si ça n'existe pas, ça serait une bonne idée d'avoir justement un groupement interministériel qui regarde quelles sont les démarches ou les choses à faire pour favoriser cette accélération industrielle. Et donc, ça, il y a une première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes Marocains et l'écrasante majorité des Marocains, ils aiment leur pays. Et en particulier, les gens, les Marocains du monde. Moi, je suis en contact avec des Marocains aussi bien justement au Canada qu'en Europe, qu'en Asie. Et tous ces gens-là à qui j'ai l'occasion de discuter, avec lesquels j'ai l'occasion de discuter, ils aiment bien le Maroc, ils souhaitent justement investir au Maroc. Et ne pas investir comme par exemple les travailleurs immigrés, les gens qui viennent, ils envoient de l'argent à leur famille pour qu'ils… Ça va rester. Mais par contre, ce qui se passe là actuellement, c'est qu'il y a des regroupements de Marocains, et j'en ai rencontré, disons, téléphoniquement. Ils se mettent à 4 ou 5 Marocains qui ont des moyens, qui ont de l'argent, etc., et qui veulent investir au Maroc et revenir au Maroc avec des projets justement de développement, d'accélération industrielle, etc., parce qu'ils ont vu des modèles qui ont réussi en Europe et ils veulent importer ces modèles-là au Maroc, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est formidable. Ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. Je ne vous cache pas, c'est relativement nouveau. Donc, il y a des choses actuellement qui sont en train de se développer. Les Marocains commencent à dire « Why not us ?» Pourquoi pas nous? Yes, we can. Oui, nous aussi, on est capable de faire ces choses-là. Et le Maroc est en train de changer à une vitesse extraordinaire. C'est ça. Il y a un élan réformateur, mais j'aime bien l'idée que vous avez mentionnée, créer une commission dans plusieurs régions. Ça rentre un petit peu dans la régionalisation avancée. Une commission qui regroupe et récupère des créateurs, des ingénieurs, des inventeurs, des scientifiques. Comme ça, on peut développer, c'est-à-dire ça va être comme un développement bien centré, bien ciblé. Oui, bah, écoutez, de toute façon, encore une fois, on est en train de parler d'accélération industrielle. Donc, normalement, le ministère de tutelle qui a intérêt dans ce domaine-là de l'accélération industrielle, c'est le ministère de l'Industrie, ça c'est vrai, oui. Mais le ministère de l'Industrie doit fédérer d'autres ministères, travailler en commun avec d'autres ministères. Je suis sûr que ça se fait déjà, mais il faudrait qu'il y ait une visibilité par rapport à ça. Et que cette commission se réunisse et dise, ben voilà, tel jour nous nous sommes réunis et voilà un rapport de ce que nous préconisons. Donc ça, c'est concret. Et effectivement, les décisions qui sont prises au niveau de Rabat doivent être appliquées dans les régions. Il faut que ça aille dans les régions. Donc, il y a des représentants dans toutes les régions de chaque ministère et donc ces représentants-là, localement, vont voir en fonction justement de l'écosystème local, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour adopter un certain nombre de recommandations de cette commission interministérielle qui, elle, est à Rabat. D'accord? Donc, c'est un peu ça, moi j'appelle ça le ruissellement, c'est-à-dire que ça va de haut vers le bas. Ça n'empêche pas que les régions puissent avoir leur sorte d'autonomie, ça c'est pas un problème. Il y a effectivement le projet de régionalisation, c'est que les régions, elles ont leur budget,
elles le gèrent à leur manière. Rabat n'intervient pas trop dans la gestion, sauf s'il y a des anomalies ou la chihaja en fait, d'accord? Mais en général, les présidents de région, ils ont une très grande autonomie justement pour gérer l'argent qui leur revient de Rabat, etc. Donc c'est un peu au Maroc un modèle un peu à l'américaine. C'est-à-dire que l'Amérique, c'est 50 États. Il y a un gouvernement fédéral qui se trouve à Washington, D.C., mais chaque État a son gouverneur et chaque gouverneur a une latitude d'appliquer des lois ou là, des choses. Le problème de l'avortement, le problème de, justement de la peine de mort, etc., n'est pas la même partout dans tous les États américains. C'est différent. Chaque État a son truc. Donc tout ça, c'est très, très bien. Et si on va vers ça, ça veut dire que ça va, d'une certaine manière, réduire le poids des responsabilités de Rabat. Rabat veut se concentrer sur les choses essentielles, la défense, les relations internationales, enfin, les affaires étrangères, voilà, des choses qui sont, disons, très importantes. Voilà, de la compétence d'y a Sa Majesté ou là d'y a le gouvernement central, d'accord? Mais à part ça, les régions peuvent faire beaucoup de choses indépendamment. Et moi-même, je vous cache pas, j'étais approché par des présidents quand j'ai annoncé que je voulais créer ou construire une usine pour produire des batteries au lithium, là, des chargeurs de batteries pour les voitures électriques. J'étais approché par plusieurs présidents de région qui m'ont dit, Monsieur Azami, venez chez nous, etc. C'est excellent, c'est très, très bien. Ça, c'est très, très bien. Ça veut dire que les présidents de région, ils sont informés de ce qui se passe, ils veulent attirer les compétences, ils veulent attirer les finances, l'argent, pour développer leur région. Donc, c'est tout ça, à mon avis, il y a une coordination qui doit se faire entre Rabat et les régions pour que cette accélération se fasse dans le respect, bien sûr, de la compétitivité entre les différentes régions, que les choses se fassent dans les règles. Donc, cela nous mène de parler d'une bonne gouvernance rénovée, assortie par des moyens adéquats, toujours pour assurer un progrès sur tous les aspects, les domaines de la vie en société. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre engagement avec nous pour cette deuxième édition. Et je sais que nous avons beaucoup de choses à aborder. Je vous donne un petit mot de clôture aux gens qui vous regardent, qui vous écoutent maintenant, surtout à la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour assurer une nouvelle génération créative et aussi inventeur, qui va inventer pour nous des belles choses? Écoutez, un petit mot, enfin c'est court. D'abord, je m'adresse à mes compatriotes qui vivent au Canada, parce que bon, c'est l'objet par rapport à votre institut d'études et de recherche, justement, c'est le problème de l'immigration et de l'intégration, pour leur dire que moi, quand j'ai visité plusieurs fois Québec, essentiellement Montréal, il m'a semblé évident que les Marocains sont très, très bien intégrés dans la société canadienne. Et c'est une richesse, c'est un sujet globalement, bien sûr, de fierté, d'une immigration qui a réussi. Mais je dis ça globalement. Je suis sûr que vous allez me dire qu'il y a encore tel ou tel problème. Ça, c'est sûr. Mais globalement, c'est une expérience plutôt positive qui honore et les Marocains du Canada et le Maroc d'une manière générale. D'accord? Donc, à partir de ce constat plutôt positif, comment on peut justement convertir cette dynamique, cette positivité, si j'ose m'exprimer ainsi, en quelque chose qui va bénéficier le Maroc. Et donc, voir comment, ce que je vous ai dit, des exemples de groupements, d'hommes d'affaires en Europe, de Marocains qui veulent investir au Maroc parce qu'ils ont un projet industriel. À mon avis, la même chose devrait se passer au Canada et bien sûr à Québec, voir comment le côté justement le dynamisme de la communauté marocaine au Québec peut bénéficier le Maroc dans le domaine dont on vient de parler, que ce soit bien sûr
l'accélération industrielle que les problèmes de recherche scientifique, etc. Et donc essayez, vous, dans votre institut, voir comment vous pouvez coaguler un certain nombre de personnes qui ont cette envie de contribuer. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Nous sommes en train de travailler sur un volet, de ramener la main-d'œuvre qualifiée dans des métiers spécialisés et de trouver des offres d'emploi ici, avoir de l'expérience québécoise et canadienne pour ces Marocains. Là, on participe aussi dans ce qu'on appelle le transfert de savoir. Donc, y compris en liant, bien sûr, en mettant en place des partenariats avec les laboratoires de recherche, à l'université de l'UQAM, l'université l'UDEM ou bien Ottawa. Et on essaie, par exemple, je vous donne un exemple et ça va un petit peu mettre l'éclairage sur ce qu'on fait parmi les projets déjà effectués. Nous avons soumis un projet au profit des femmes qui vivent dans le sud de Marrakech. Donc, ces femmes-là qui travaillent, qui font de l'huile d'argan, des produits à base de l'huile d'argan, donc, mais qui ont besoin de l'orientation, de comment élaborer un plan d'affaires, et là, on ne parle pas juste des femmes ouvrières ou bien des femmes qui travaillent avec leurs mains, mais aussi des femmes qui chapeautent des institutions, des associations, mais qui n'ont pas la stratégie de vente pour mettre en valeur leurs produits. Et vous avez mentionné, Monsieur Yazami, c'est pas seulement l'idée, il faut aussi vendre l'idée et la concrétiser et la mettre en valeur. C'est très important. Donc c'est ça. Et nous avons effectué ce travail en collaboration avec l'Université Qader Riyad, le laboratoire Lerma à Qader Riyad au Maroc et l'Office de langue française. Donc, l'idée, c'est de passer la formation langue française pour qu'ils performent ainsi qu'ils puissent monter leur projet. Donc, ça, c'est juste un exemple de ce qu'on peut fournir comme savoir. Mais c'est très, très bien. Tout ça, c'est vrai, ça paraît être des petits pas, mais à mon avis, c'est l'ensemble de tous les petits pas vers le haut qui font que finalement la société va se développer grâce justement à des compétences ou à des actions, les actions de l'Institut d'Yelcom. C'est excellent, ça c'est très, très bien. Il faudrait multiplier ce type d'exemples et voir comment on peut contribuer concrètement dans des projets, même s'ils paraissent petits, c'est pas des millions de dollars ou des milliards de dollars, mais il s'agit de projets concrets avec un objectif bien précis dans lequel il y a ce que vous avez mentionné, le transfert de savoir, le transfert de technologie, qui fait que finalement ça peut être bénéficiaire pour améliorer la vie quotidienne de ces femmes-là en particulier par rapport au projet de l'huile d'argan. Ça, c'est vrai. La dernière chose que je voulais ajouter par rapport donc puisque vous m'avez parlé au début justement du rapport sur le modèle de développement au Maroc, ce que je préconise personnellement, ayant vécu bien sûr au Maroc, en France, au Japon, aux États-Unis, puis à Singapour, c'est que le Maroc devrait penser pour arriver à ce que une ou deux ou trois universités marocaines qui sont là depuis au moins 50 ans, si c'est pas plus, l'université Mohamed V de Rabat, elle est très très ancienne. En prenant cette université-là, l'université Qader Riyad de Marrakech qui est aussi très connue, arriver la nouvelle université, donc elle est encore à l'échelle de développement qui est l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir. Toutes ces universités-là, au moins parmi ces 4 grandes universités, d'accord, on est une université qui soit classée parmi les 50 meilleures dans le monde arabe, pas dans le monde entier, rien que dans le monde arabe. Aujourd'hui, la meilleure université marocaine, elle est classée entre 90 et 100 dans les 100 premières. D'accord? Et donc, pour arriver à ce que cette université, c'est l'université Qader Riyad. Si on veut pousser
les universités marocaines à se hisser parmi les 50 meilleurs arabes, pourquoi pas les 20 meilleurs arabes, et à ce moment-là entrer parmi les 500 meilleures universités mondiales, il faut changer le paradigme. Il faut changer beaucoup de choses. La première chose, c'est ne pas nécessairement se dire qu'un président d'université marocaine doit être marocain. Ça, c'est une faute grave. On est dans un monde global. On a dans la globalisation. Les présidents, quand j'étais à California Institute of Technology, qui est classé parmi les 5 meilleures universités du monde, le président était français. D'accord? Quand je suis allé à l'université du roi Abdullah à Jeddah, le président était étranger, il était français aussi. D'accord? Maintenant, c'est un Chinois. C'est un Chinois qui est président de la meilleure université d'Al l'Arabie Saoudia. L'Arabie Saoudia amène des étrangers pour être le président de leur université et cette université-là, elle est la première des universités arabes. Wow. Donc, il y a une corrélation entre la présidence d'une université. On amène quelqu'un, on lui donne un salaire de 2 millions de dollars par an, il n'y a aucun problème. C'est ça qu'il faut. Et vous lui donnez les moyens, vous lui dites, voilà, donnez-nous un programme, un projet scientifique de développement de l'université, etc. Donnez-nous un proposal. Et si on l'adopte, à ce moment-là, on vous donne les moyens de le réaliser et on ne vous contrôle pas trop. On ne fait pas du micro-management. C'est-à-dire que le ministre de l'Éducation nationale, de la recherche scientifique, ne va pas trop interférer sur la politique d'IEL avec le président. Il faut lui laisser les moyens. Ça peut réussir, comme ça peut ne pas réussir, c'est pas grave, mais il faut une expérience comme ça sort un peu. Un Marocain, il est lié à des règles marocaines, avec un modèle. Il dit, voilà, moi j'étais à Georgia Tech, aux États-Unis, j'ai fait ça. Georgia Tech, quand je suis arrivé, elle était à ce rang. Quand je suis parti, elle est à ce rang-là. Donc, ça prouve que c'est quelqu'un qui est compétent, qui sait ce qu'il faut faire. Il a une vision mondiale de ce qu'il faut faire. Il faut l'adapter au Maroc. Là, on est dans un monde fermé. Et on peut avoir, dans une université que je ne citerai pas au Maroc, quelqu'un qui décide du jour, de la pluie et du beau temps dans cette université, alors qu'il n'a même pas il a une seule publication, il n'a même pas un brevet. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est comme ça soit à la tête d'une université dans laquelle on veut améliorer le niveau de la recherche, le niveau de l'innovation, etc. Bien voilà. Monsieur Azami, on vous remercie infiniment pour votre engagement toujours sincère, authentique, sur tous les plans. Vous êtes engagé humainement, socialement et sur le plan technologique et scientifique. Et il est préconisé de promouvoir et de poursuivre les efforts de consolidation de toutes ces approches-là, ces paradigmes, pour qu'on puisse vraiment atteindre nos objectifs. Il y a du travail à faire. Merci beaucoup. Et restons optimistes. Merci beaucoup. Donc, absolument. Merci. Au revoir. Dr Fayrouz Fawzi, présidente et fondatrice de l'Institut canado-marocain ICR2I sur l'immigration et l'interculturel, vous donne un autre rendez-vous avec un autre spécialiste. Merci beaucoup. Au revoir.